12. 2025, nous sommes dans la 4e année, au jour 296 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Pour le rapport de situation quotidien, dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons des attaques russes continues sur Fuliapol et les mouvements de combat en zone urbaine. Conséquences militaires et technologiques de l'attaque de drones sous-marins ukrainiens contre un sous-marin russe à Novorossiysk. Les bases navales russes sont de plus en plus vulnérables. La pression économique s'accentue et la baisse des prix du pétrole ne profite pas aux Russes pour l'an prochain. Comme toujours, bien d'autres choses vont encore. Commençons par Fuliapol, la ville étant toujours attaquée. Sur la carte topographique, on constate que les Russes contrôlent les hauteurs. La ville se trouve, comme souvent, dans une vallée, mais avec la différence que l'écart d'altitude n'est que d'environ 50 mètres. Contrairement à d'autres sections du front, il s'agit souvent de 80 à 100 mètres, c'est prompt. Les directions d'attaque sont clairement indiquées, et on remarque évidemment à nouveau un contournement dans la zone sud. Les Russes essaient à nouveau d'entrer dans la ville par un autre côté, car cela n'a pas bien fonctionné par le nord. Ici en haut, cette zone est sous contrôle russe, tout comme celle ici en bas à l'intérieur. Dans la ville, il y a à peine une géolocalisation, comme je l'ai dit, la plupart des géolocalisations russes se trouvent ici, dans cette zone ou bien ici en haut. Presque pas dans la ville, ce qui est étonnant. On peut bien imaginer que les Russes essaient de trouver ou de provoquer une coupure quelque part ici. Ainsi, les troupes ukrainiennes, surtout dans la zone la plus fortifiée à l'est, se retrouvent encerclées. L'Ukraine est en bonne position, avec plusieurs unités de défense territoriale, dont la 225e régiment d'assaut, qui a déjà fait ses preuves. Entre-temps, il y a aussi une géolocalisation ici en haut, à l'épingle bleue, c'est ici. Là-bas, une unité russe de la 102e a été repérée. Elle a été attaquée par la brigade, avec des drones. C'est en quelque sorte la brigade qui se trouve ici, une brigade de défense territoriale. Et en plein centre-ville, les Russes ont de nouveau frappé des immeubles résidentiels avec des munitions thermobariques tirées depuis un lance-roquettes TOS-2. Comment sait-on qu'il s'agissait d'un TOS-2, et non d'un lanceur TOS-1 qui devrait en fait être plus fréquemment observé? Tout simplement parce que les Russes l'ont filmé et publié. Vous pouvez le voir sur ma chaîne Telegram. Près de l'épingle verte, pas si loin de la bleue, un char a été attaqué. Malheureusement, la vidéo a été publiée sans contexte. C'est pourquoi je ne peux pas dire au premier abord s'il s'agissait d'un char russe ou ukrainien. Comme je l'ai dit, la situation en ville n'est ni aussi grave qu'à Pokrovsk, ni aussi claire qu'à Siversk. Elle se situe entre les deux. Cela veut dire que je vous demande simplement d'attendre encore quelques heures pour de nouvelles informations, jusqu'à ce que la situation soit un peu plus claire. Hier, nous avons vu une vidéo montrant des Ukrainiens frappant un sous-marin russe cher à Novorossiysk avec un drone sous-marin. Les présents d'hier savent que j'ai été le premier 1000 blogueurs germanophones à en parler. Ceci n'a été possible que grâce au grand nombre d'abonnés et de membres de la chaîne, ce qui me motive chaque jour à continuer. Merci encore. Notre propagandiste préféré a aussi commenté cette disparition. Solovyov a demandé au blogueur ProZ de ne pas publier de vidéos ou rapports sur l'attaque d'un sous-marin russe. Il a souligné qu'il ne fallait ni relayer les représentations ukrainiennes ou les images, ni donner d'avis personnel sur les résultats avant une déclaration officielle des autorités russes. Cela n'arrivera sans doute jamais, car elle ne sera jamais publiée. Sinon, on dira encore que tout s'est passé différemment. Ou bien sûr que l'équipage du sous-marin a commis une erreur et l'a fait exploser accidentellement lui-même. Ce sont les trois possibilités, car soit cela n'est jamais arrivé, soit c'est arrivé. Mais il n'y a pas eu de dégâts, comme dans de nombreuses raffineries. Souvent, les soldats eux-mêmes sont jugés responsables pour avoir fumé, surtout dans les rapports russes après un succès ukrainien. L'intervention de Solovyov montre que la direction russe cherche à contrôler l'information et à éviter une couverture non coordonnée, y compris dans son propre environnement de propagande. Ce qui est frappant, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce sont précisément ceux qui prêchent la retenue qui d'habitude diffusent rapidement et sans filtre les annonces de succès russes. Comme par exemple la prise complète de Kupiansk. Il y a bien sûr aussi une vidéo russe qu'ils ont mise en ligne aujourd'hui et qui apporte une sorte de déclaration. Ici, ils affirment que le sous-marin a bien été touché, mais qu'il est absolument intact. On voit ici un sous-marin flottant, dans le port de Novorossiysk. Cependant, la poupe, c'est-à-dire la zone présumée de l'impact, la zone endommagée est volontairement laissée hors champ pour une raison. Donc on filme tout le temps exactement du côté opposé à l'impact et peut-être à un autre point de frappe. Je ne prétends pas non plus que je ne me suis pas cassé la jambe pour ensuite envoyer une photo de mon bras comme preuve.
De plus, il n'est pas clair non plus si le sous-marin dans cette vidéo est celui qui a été touché ou celui qui a été frôlé. D'après les vidéos, il semble que le drone se soit écrasé juste à côté du sous-marin sur la jetée. Une explosion sous-marine proche peut aussi causer de gros dégâts aux sous-marins. La majorité des sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas été détruits par des frappes directes. Ils ont été coulés par des charges sous-marines, ayant explosé près du sous-marin et causé de graves dégâts internes. Ils devenaient inutilisables et coulés. Cela pourrait aussi être un vieil enregistrement simplement inséré ici. Donc soit fournir des preuves du côté qui a également été touché, soit simplement laisser tomber. Quelles sont en fait les conséquences de cela ? Les conséquences de cette attaque dépassent largement les dégâts matériels. Les navires et sous-marins stationnés à Novorossiysk y sont initialement maintenus uniquement parce qu'ils ont été déplacés de Sébastopol, après que le quartier général de la flotte russe de la mer Noire y a été à plusieurs reprises la cible d'attaques efficaces avec des missiles de croisière Storm Shadow. Vous vous souvenez peut-être encore de ces images ? Jusqu'ici, Novorossiysk était vu comme un port de repli sûr à l'arrière, hors de la zone immédiate. Mais l'attaque actuelle prouve que cette hypothèse n'est plus valable. Les récentes frappes sur les ports russes montrent que l'Ukraine peut désormais toucher toutes les bases majeures de la flotte de la mer Noire. Peu importe qu'ils se trouvent maintenant en Crimée ou sur le territoire russe proprement dit, il n'existe donc pratiquement plus de ports sûrs en mer Noire. Si ces tendances continuent, la liste des unités endommagées ou détruites de la soi-disant flotte de la mer Noire devrait encore s'allonger. Opérationnellement, la Russie doit soit redéployer, soit réduire la fréquence des opérations, soit investir massivement dans des protections, qui restent cependant inefficaces. Ce qui est vraiment explosif, c'est cette situation. J'en ai déjà parlé hier. Le fait que l'attaque ait apparemment été documentée à l'aide de caméras de surveillance dans le port de Novorossiysk, auquel des acteurs ukrainiens avaient accès. Il est donc clair que l'Ukraine a franchi non seulement les accès physiques des ports militaires russes, mais aussi leur infrastructure numérique de surveillance et de sécurité. L'accès à ces caméras permet d'établir des profils de mouvement sur la durée, de cibler précisément, d'optimiser le moment des attaques et d'identifier des cibles de grande valeur. En conséquence, cela augmente considérablement la vulnérabilité des unités navales, car même les ports bien protégés perdent leur fonction de refuge sûr. Si l'on considère également que la dernière attaque contre le grand aérodrome russe avec les bombardiers stratégiques a également été menée à distance. Les drones étaient bandés et contrôlés par le réseau téléphonique ou radio russe, auquel les Ukrainiens ont soudainement accédé. Cela signifie que l'infrastructure est très délabrée et apparemment pas du tout protégée. La Russie perd ainsi des plateformes et la confiance en sa sécurité arrière. Cela offre une large marge de manœuvre que l'Ukraine continuera sans doute d'exploiter. Bloomberg rapporte que le pétrole russe a chuté à environ $40, le baril un record à la baisse depuis le début de l'invasion totale. À titre de comparaison, le budget de l'État russe avait été calculé sur la base d'un prix du pétrole de 70 à $80 le baril, et cela pour la guerre. Cet écart oblige la Russie à financer davantage ses dépenses courantes, notamment la guerre, en deçà des revenus prévus. Les pensions seront supprimées et les impôts augmentés, car les revenus pétroliers ne suffisent plus à financer la guerre. Cela entraîne également une pression croissante sur le budget qui doit être compensée soit par une augmentation de la production, un endettement supplémentaire ou encore par des coupes dans d'autres domaines. Zelensky a déclaré que l'Ukraine comptait sur des recettes de 210 milliards d'euros provenant des avoirs russes gelés en Europe. Pour l'année 2026, Kiev s'attend donc à des premiers versements d'un montant de 40 à 45 milliards d'euros. Au total, les fonds devraient être principalement utilisés pour la reconstruction du pays. Volodymyr Zelensky a souligné que les dégâts quotidiens de la guerre dépasseront de loin le montant de 200 milliards d'euros. Il a aussi précisé qu'une partie des fonds est déjà requise d'urgence, notamment pour accroître la production d'armes, acquérir des systèmes de défense aérienne et d'autres mesures de sécurité. C'est vrai. Vous rappelez-vous la grave pénurie de munitions de l'armée ukrainienne lors de la bataille de Bakhmout ? On attendait en vain un paquet d'aide de 60 milliards de dollars des États-Unis qui a notamment été bloqué par Trump. Quand il est finalement arrivé, la situation du côté ukrainien ne s'est améliorée que temporairement. Car 60 milliards en temps de guerre, ce n'est pas une grosse somme. J'entends souvent « les guerres, des millions pour nous, pourquoi ne leur suffit-il pas ?» Oui, c'est très simple, parce qu'un missile de défense aérienne, par exemple, coûte déjà 1,2 million d'euros et que les Russes attaquent en moyenne avec 400 à 600 engins volant par nuit. Et même du côté russe, la guerre coûte extrêmement cher. La guerre est coûteuse, il faut le comprendre.
Les soldats doivent être équipés, formés, nourris et surtout payés. Tout cela coûte de l'argent, et c'est une grande part. Les munitions coûtent de l'argent, les armes coûtent de l'argent, les uniformes coûtent de l'argent. 60 milliards, c'est l'ordre de grandeur d'une guerre, une goutte d'eau sur une pierre brûlante, surtout quand il faut combler un déficit. Donc oui, 210 milliards semble bien au premier abord, mais s'il ne s'agit que de 40 à 45 milliards par an, plusieurs domaines sont concernés. Reconstruction armée, développement de systèmes et nouveaux achats. Qu'il faut financer, ne recevront pas ce dont ils ont réellement besoin pour pouvoir fonctionner efficacement. Le grand avantage cette fois-ci, c'est qu'on utilise l'argent russe et qu'on le gère, et non celui des Européens, ce qui coupe un peu l'herbe sous le pied des opposants aux aides. Et sur ce, je vous remercie comme toujours de votre écoute. Un grand merci comme toujours aux abonnés, à la Holge Crew, au lieutenant-colonel Renneck, Robert Ziller et Dietrich. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.